Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui le docteur Sayav Nyoumou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes donc sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui le docteur Sayav Nyoumou, donc qui nous est venu tout droit du Burkina Faso. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes docteur chirurgien, expert en télémédecine. Donc vous allez expliquer tout à l'heure à nos téléspectateurs ce que ça veut dire, ce que tout ça veut dire. Eh bien, mais avant cela, face à la caméra, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité ici et de me donner la parole. C'est toujours intéressant qu'on se retrouve entre Africains et qu'on parle de l'Afrique. Chacun en fonction de ses spécialités. Moi, en fait, je suis, comme vous avez donné mon nom, docteur Nyoumou Sayavé, je suis burkinabé, où j'ai fait mes études au Burkina, études de médecine générale, où j'ai eu mon doctorat d'État en médecine à l'École supérieure des sciences de la santé, qui est la toute première, je fais partie de la toute première promotion de cette école-là, qui s'appelait École supérieure des sciences de la santé. Après ce diplôme, j'ai continué mes études, je suis venu ici faire de la chirurgie. J'ai fait la chirurgie au CHU à l'université Jules Verne d'Amiens. J'ai obtenu mon diplôme de chirurgien dans cette université. Après mon diplôme, je suis même rentré, j'ai plié mes bagages pour rentrer, bon, pour d'autres raisons qui sont fait que j'étais obligé de revenir un peu en catastrophe. Et à partir de là, j'ai toujours établi un pont entre un pont médical entre tout ce qui se passe en Occident et ce qu'on pourrait faire aussi en Afrique. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la télémédecine depuis maintenant plus de 25 ans que je pratique la télémédecine. Très bien, donc vous êtes un habitué des médias, hein. Je vous ai vu sur le plateau de France 24, RFI, avec Alain Foka. Et donc aujourd'hui, la télémédecine, est-ce que c'est une nouvelle pratique de la médecine ou c'est quelque chose qui existe depuis longtemps? Alors, c'est justement ça qu'il faut éviter, de penser que c'est une nouvelle discipline. En fait, c'est rien d'autre que de la médecine. Et il faut simplifier pour faire en sorte que les gens puissent comprendre de quoi on parle. C'est de la médecine, mais pratiquée à distance, tout simplement. Et quand vous rentrez dans les grands médias ou dans les grandes institutions, ils vont vous donner plusieurs définitions. L'OMS a sa définition, quand vous venez en France, ils ont leur définition, plusieurs personnes ont leur définition, et cela, ça amène plutôt de la confusion que de la clarté. Oui. Et il faut retenir que c'est la médecine à distance. Et quand on refait l'historique, tous ces gens qui font des définitions où ils limitent le champ, dans l'historique, ils vont où? Ils vont jusqu'à l'Égypte antique, où on a trouvé sur des papyrus le pharaon qui demandait une potion pour que sa sœur puisse avoir une grossesse. Et on considère que c'était de la télémédecine. On considère que les Indiens qui utilisaient les signaux de fumée pour alerter d'une épidémie, on considère que voilà aussi une origine de la télémédecine. Ensuite, on parlera du docteur Kaplan, qui était un Russe, qui s'était installé dans la campagne française et qui utilisait les pigeons voyageurs pour récolter l'information de ses patients et envoyer la prescription en utilisant des pigeons voyageurs. Oui. Mais quand on fait tout ça, il y a une chose qu'on oublie. En Afrique, on a toujours pratiqué ça. En Afrique, la médecine en général, elle se fait à distance. À distance. Donc, depuis l'aube des temps. Voilà, c'est la médecine à distance. C'est toujours la médecine à distance depuis l'aube des temps. Ou bien, parfois, on utilise le tam-tam pour alerter. Dans d'autres situations, ça sera la flûte. Et dans d'autres situations, on n'utilise rien même. Mais ce qu'on a appelé entre-temps le sorcier, il arrive à faire un diagnostic et à envoyer un traitement. C'est de la télémédecine. Donc la télémédecine, c'est ça, soigner à distance. Mais des fois aussi, les gens confondent la télémédecine et souvent la médecine traditionnelle. Donc c'est... Alors, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pas du tout. En fait, on peut faire la télémédecine dans la médecine traditionnelle. Oui. Donc, la médecine, et il y a plusieurs types de médecine. Quand vous dites médecine traditionnelle, souvent on est un peu confus. Il y a plusieurs types de médecine. Il y a la médecine moderne actuelle qui a pris le champ, le dessus sur tout le monde. Parce qu'on a mis en place des règles avec de l'évidence, avec la preuve d'activité et autres. On a écrasé toutes les autres médecines. Mais quand vous rentrez dans la médecine orientale, chinoise, et japonaise ou même indienne, ils ont gardé leur médecine traditionnelle.
Et au Japon ou en Chine, vous allez en consultation, vous pouvez ressortir avec une potion traditionnelle. Ces potions-là ont été complètement étudiées. Donc, ils travaillent en parallèle avec la médecine moderne. Avec la médecine moderne. Voilà, ce qu'on appelle médecine moderne. Tout à fait. Et en réalité, quand on parle de télémédecine, on ne peut pas la comparer à l'un ou à l'autre. Elle utilise tout. Ah. On peut faire tout par la télémédecine. Par la télémédecine. Voilà. Donc, vous, maintenant, il y a des instruments nouveaux, il y a des équipements nouveaux pour faire la télémédecine. Mais vous, quand vous avez commencé à pratiquer la télémédecine, tout cela n'existait pas. Ah si, ça a toujours existé. La première fois, c'est même avant, c'est depuis les années 1900, quand le premier cardiologue a fait le premier électrocardiogramme à distance. C'est vrai que les appareils étaient énormes, qu'il avait tout un ensemble d'appareils et qu'il a juste envoyé un électrocardiogramme monopiste. Mais c'était déjà la révolution. Ensuite, il y a eu la marine. La marine a été une des institutions qui a révolutionné la télémédecine. C'est-à-dire l'armée, quoi. Pas forcément l'armée. L'armée, la marine. La marine. Parce que quand un bateau arrivait, avant qu'il l'accoste, on ne sait pas d'où il vient. On ne veut pas que les gens rentrent dedans ou que, avec le personnel vienne avec des maladies. Ouais. Donc, il fallait qu'ils restent en pleine mer et qu'on trouve les moyens de communiquer avec eux, vérifier que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'ils ont comme maladie, qu'est-ce qu'ils ont ceci, avant de les autoriser. Mais donc, ça se fait comment? Par téléphone? C'était par téléphone simple. D'accord. Par téléphone simple. C'est comme ça qu'a été créé les radiodocteurs. Donc les médecins, ils les appelaient les radiodocteurs. C'était uniquement par radio et après, ils ont même étendu ça à des gens qui n'étaient pas dans les bateaux, mais qui étaient sur Terre. Ils ont étendu ça. Donc ça existait depuis. Ce qui a été révolutionnaire, c'est la miniaturisation de tous les constituants. Avant, déjà, pour que moi, je vous téléphone et que je vous vois, il fallait une maison entière. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je peux faire la vidéo avec vous. Oui, rapidement. Rapidement, on se parle, on se voit, on se comprend. En quelques secondes. En quelques secondes. Donc, c'est ça qui a révolutionné l'aspect. Mais est-ce que vous, en tant que médecin africain, est-ce que dans la télémédecine, l'Afrique aussi est en avance ou bien elle est en retard, selon vous? Alors, la médecine en Afrique, elle est très disparate. D'un pays à l'autre, c'est complètement différent. On a souvent tendance à homogénéiser l'Afrique quand ça les arrange ou quand ça arrange l'interlocuteur, ou à le diviser en fonction des intérêts. En matière de médecine, elle est assez disparate. Mais en fait, je vais vous donner un exemple tout simple. L'Afrique peut prendre le leadership, même aujourd'hui. Regardez les télécommunications. Oui. Qui a le leadership? C'est l'Afrique. Moi, je vais dans n'importe quel village, je peux envoyer de l'argent à qui je veux. Oui. Je peux demander, appeler mon ami ici à Paris, je lui dis j'ai besoin de temps, il va me l'envoyer instantanément et je le reçois. Quand je vais en Afrique, mes factures d'électricité, de taxi, de toutes les dépenses, je peux le faire par téléphone. Oui. À des endroits où il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire qu'on a vu cet intérêt-là des technologies, comment ils ont évolué jusque-là. Et on l'a adopté. Et tout ça, souvent on ne parle pas de télé-banking, de télé ceci. Non. Je veux de l'argent, tu m'envoies de l'argent. Donc, ça veut dire que nous, avec le retard qu'on avait pris dans la technologie et dans tous ces événements, on a fait un bond. Aucun village n'a attendu pour que le gouvernement mette tous les câbles, les fils, les pylônes pour venir lui mettre son téléphone. Où il faudra venir tout le monde à la cabine. Aucun n'a attendu. On est passé directement. Au 3G ou autre. Et c'est ça. On a brûlé les étapes. On a brûlé les étapes. Ces mêmes étapes peuvent être brûlées dans la médecine. Et c'est ce qu'il nous faudrait. Oui, mais en général, donc, la médecine africaine a un peu de retard en matière de technologie, en matière d'équipement. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes médecin? Ça, il y a une question de choix et de stratégie. Effectivement, en Afrique, quand vous voyez, d'ailleurs, tous nos systèmes de santé sont très, très, très bien établis. Avec cette forme pyramidale, très bien organisée. Mais dans son fonctionnement, il n'y a rien. Ça ne va pas. Voilà. C'est là où il y a des problèmes. C'est l'organisation, alors? Alors, il y a plusieurs choses. Quand vous allez monter dans certaines institutions, ils vont dire, ah, non, c'est un problème de matériel, c'est un problème de personnes, de ressources humaines. Non. Non. Vous le savez, toute activité humaine, la première ressource indispensable, c'est les hommes. C'est les hommes d'abord. Oui. Si on n'a rien, on sait comment on va s'organiser. On sait comment on va agir.
Deuxième, c'est le système. C'est-à-dire l'organisation, comment il marche. Il faut des règles. Et il faut que tout le monde respecte les règles. Et si quelqu'un ne respecte pas des règles, il doit savoir comment il va être puni. Donc, quand on met ça en place, après le matériel va venir, parce qu'on en a besoin pour faire, pour agir, et on utilise le matériel. Et le matériel aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est le plus important. Pendant longtemps, dans nos pays, là, on ne peut pas imaginer d'aller mettre un échographe dans un village. On ne pouvait pas imaginer ça. Ce n'est pas possible. Il faut de l'électricité, il faut ceci, c'est trop gros. Mais aujourd'hui, je me promène dans le village avec un échographe dans ma poche et qui marche bien. Et qui fait les échographies et qu'on lit ici pendant que je me promène dans le village. Donc, ce n'est plus une question de matériel. C'est une question, finalement, même qui devient vitale. Aujourd'hui, un gouvernement peut équiper un dispensaire local à un coût qui va être à peu près un dixième, peut-être même moins qu'un dixième de ce qu'il aurait dépensé en utilisant les instruments traditionnels. Donc, il équipe ça. C'est possible aujourd'hui. Donc, c'est une question maintenant d'organisation. Mais parfois, on se dit que c'est une question de gouvernance, de ceci. Il y a beaucoup de choses à faire. Et parfois, ça vient de nous-mêmes. Dans le domaine de la santé. Oui, parfois, ça vient de nous-mêmes dans le domaine de la santé. Nous-mêmes, les professionnels de la santé. Oui. Parce qu'on ne définit pas toujours nos besoins. Mais en digitalisant, on n'a même pas besoin de les définir parce que l'autre le sait. Tout de suite. Il sait que, voilà, ici, j'ai évacué 12 personnes dans la semaine pour aller faire une échographie à 200 km. Pourtant, il sait que je peux avoir un échographe dans la poche. Et qu'en tant que médecin, il suffit de me former. On me forme combien? Même pas un mois. Et je fais les échographies. Et je peux détecter tout ce qui se passe. Donc, ça... Mais par contre, si je reste là-bas, que je continue d'évacuer, je n'ai pas d'informations, avant que l'information ne remonte au ministère, c'est trop tard. Et j'attends les moyens. Et j'attends les moyens. Les moyens, voilà, il faut les moyens. Non, c'est pour ça que cette digitalisation, elle est pareille. Et si je prends encore la question des banques, eux, elles sont privées, mais ils ont vu l'intérêt et l'avantage qu'il y a dedans. Elles ont digitalisé partout. Qui fait que la banque centrale de ce pays-là, quand il est assis, elle sait quels sont les mouvements qui passent. Elle n'a pas besoin de savoir que moi, j'ai envoyé tant à un tel, mais elle a une idée précise. À l'instant T de ce qui se passe en termes de mouvement. C'est là où on devrait arriver en termes de santé. Alors, donc, la télémédecine, parce qu'il y a eu une grande épidémie qu'on a connue, que le monde entier a connue, et qui s'appelle la Covid. Donc, quel rôle avait joué la télémédecine pendant cette épidémie? La Covid nous a énormément éduqués. Ça nous a éduqués. Ça nous a éduqués. Ouais. Nous, ça faisait depuis 2000 jusqu'après en 2011, on se battait pour réglementer la télémédecine. Moi, j'ai été obligé je suis rentré dans la commission Galien pour essayer de mettre des règles d'organisation et autres et tout. On a créé l'Académie francophone de télémédecine et e-santé ici. Je suis membre fondateur pour essayer de réglementer. Rien ne marchait. À chaque fois, c'était bloqué. Mais quand la Covid est arrivée, tous les verrous ont sauté. Tout a sauté. La Covid a réglé ça. Sans même rédiger de documents. Voilà, sans aucun document, tout a sauté. Sauf que là, ça nous a éduqués, mais on continue de mal faire. Vous voyez, pendant la Covid, elle a montré qu'on a les moyens de savoir qui a le Covid, quel que soit l'endroit où il est. On a les moyens instantanément. Moi, je voyage, j'arrive dans un village, on sait que même avant que j'arrive si j'ai Covid ou pas. Donc, on avait les moyens de le faire. Et pourquoi on le fait uniquement pour le Covid? Pour la Covid. Pourquoi on le fait uniquement pour ça? Et d'où est venu cet argent pour que brusquement, on puisse mettre tout ça en place? Parce que ça menace qui? Donc, on sait le faire. Et on peut le faire. Et pourquoi après, ça s'est arrêté? Et pourquoi on ne le fait pas pour le palu? Pourquoi on ne le fait pas pour la tuberculose? Pourquoi on ne le fait pas pour toutes les maladies? Est-ce qu'on a besoin juste de tracer une maladie? Avec les technologies, on n'a pas besoin de tracer une maladie. On va quelque part, vous allez avoir des institutions qui viennent financer pour la tuberculose ici, une autre qui finance pour la malnutrition de l'autre côté. On a des systèmes performants pour la tuberculose. Mais ces systèmes sont tellement performants que ça peut analyser toutes les maladies. Donc c'est un manque de volonté politique alors? Il y a un manque de décision, un manque de volonté qui se mélange, mais il ne faut pas aussi parfois trop axer sur le manque de volonté politique. Il y a
parfois l'ignorance. On ne sait pas qu'on peut faire. Il ne faut pas tout mettre sur le dos des politiques. Pas tout. Parfois, ils ne savent pas qu'on peut faire. Il y en a, ils savent qu'ils peuvent faire, mais ils ne savent pas par où commencer. Or, tout le monde, on est assis, on les attend. Non. Il faut démarrer les choses et il faut le faire. Et nous, j'ai travaillé beaucoup avec l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, et puis l'OMS aussi. Et finalement, l'UIT avec l'OMS, ils se sont assis, ils ont sorti un bouquin qu'ils ont appelé e-Health Toolkit, c'est-à-dire les outils de création de systèmes de e-santé. Ouais. Ils ont distribué à tous les pays du monde. Personne ne l'utilise. C'est dans des tiroirs. L'UIT m'a envoyé dans un pays en Afrique centrale pour aller voir pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire et pourquoi on ne pourrait pas avancer. La première chose qu'on m'a dite quand je suis arrivé là-bas, ah non, quand on voit, c'est trop cher. Ah. Je les ai regardés, j'ai dit d'accord. Je dis c'est trop cher. Ça coûtera 10 fois plus cher si vous ne le faites pas. C'est trop cher pour commencer. Et c'est même pas trop cher. Vous prenez ça, vous commencez. Et vous allez économiser 10 fois des dépenses que vous n'avez plus à faire. Ouais. C'est pour ça que ce n'est pas trop cher. C'est la seule solution pour faire de l'économie dans la santé. Et ensuite, quand ils ont dit que c'était trop cher, je dis, bon, on va faire un plan. Comment on va le faire? On a défini des étapes. Ah, il dit, ici, il faut combien? Il dit, il faut tant. Là, combien de temps? Là, combien de temps? OK. Ben, ici, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Ça remplit ça. Vous n'avez besoin de personne là. Donc, c'est une question d'organisation. Et quand j'arrive là-bas, c'est-à-dire, pour eux, il y a ceux qui sont là, ah non, ça va nous coûter trop cher, et donc ils ne veulent pas bouger. Il y a ceux qui sont là qui disent, on ne sait pas par où commencer. Et il y a ceux qui sont là, le ministère des Finances qui dit, non, moi, je n'ai pas d'argent, j'ai trop de choses. En fait, la télémédecine, ou plus précisément la télésanté, c'est quelque chose qui est multisectoriel. Ça traverse tous les ministères. Et dans ce pays, justement, pour que je réussisse à faire cette étude, quand je suis arrivé, j'ai dit, il me faut le ministre des Finances, il me faut le ministre de la Police, et ils ont le ministre de la Population, aussi le ministre de la Santé, le ministre des Télécoms, et puis... Ah oui. Parce que tout ce monde... Bien sûr, oui. L'administration territoriale, c'est concerné. C'est indispensable. Je sais qu'il y a une méningite qui est ici. Eh bien, avec la météorologie, je regarde les conditions météorologiques, d'où se dirigent les vents, l'humidité relative de l'air, je sais à peu près où ça va aller la prochaine fois. Mais pour que j'ai ça, il faut que le ministre de l'administration territoriale accepte l'identification simple des patients. J'ai rencontré les gens de la sécurité. Je dis, mais pourquoi vous voulez que la santé, quand les gens vont, on recommence, on écrit 2 fois, 3 fois le même nom, on se trompe de nom. À la fin, finalement, on a 3 individus, mais qui sont la même personne. Et donc, les maladies, on ne peut pas les surveiller. Vous avez déjà recensé tous les individus. Le ministère de la Santé ne vous demande pas qui est un voleur, qui est un ceci. Non. On veut juste que vous nous aidez à identifier, avoir un numéro d'identifiant parfait, unique. Voilà. Des citoyens, des gens. Quand il vient, nous on vous demande, bon, on a un patient qui est ça, est-ce que c'est lui? Vous nous répondez, c'est lui, ah, voilà son numéro, et puis c'est tout. On ne veut pas autre chose. Ça vous dérange? Je dis, mais non, ça ne me dérange pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faisables. En fait, il suffit qu'on s'asseye autour et qu'on définisse les besoins. Et à ce moment, on verra que les moyens à mettre en face, il y en a. Mais est-ce que vous croyez la télémédecine? Parce que dans la médecine, il y a des chirurgiens comme vous, il y a des généralistes et des cardiologues. Donc, quel domaine ça concerne le plus? Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la télémédecine, en fait, c'est le traitement de l'information médicale. Quel que soit le type d'information. Celui qui fait des consultations, c'est du texte. En radiologie, c'est des images. Et ce sont des images très lourdes. Ce sont des images très spécifiques. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas un truc. Les images qui ressemblent le plus à ça, c'est l'image satellitaire. Parce que quand je prends votre radio, je dois pouvoir mesurer la distance qu'il y a entre votre sternum et puis le rachis derrière. Connaître tout ça. Ça, aucune photo ne permet de le faire. Donc ça, c'est de la donnée. Le cardiologue, il a besoin d'électrocardiogramme. Mais toutes ces données-là, aujourd'hui, on sait les traiter. Donc, en matière de télémédecine, que vous soyez cardiologue, que vous soyez chirurgien, on fait même de la chirurgie à distance. Qu'on soit généraliste. Qu'on soit généraliste. Donc, chacun, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et tous les dispositifs, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, c'est-à-dire ce sont les appareils qui permettent de collecter l'information médicale. Tous ces dispositifs sont numériques aujourd'hui. On trouve encore de l'analogique dans certains pays africains où des gens viennent donner. Il y a des dons qu'il ne faut pas accepter. Il faut refuser.
Mais il voit, ah oui, on n'en avait pas, puis on prend, et on est tout content, on fait, le gars, il passe à la télé, ils sont contents, on chante. C'est un poison. Ah. Il ne faut pas le prendre. Il y a des poisons qu'il ne faut pas prendre. Oui. Donc, télémédecine, chacun a son compte là-dedans. Donc, un mot sur la médecine traditionnelle. Donc, est-ce que vous croyez qu'en Afrique, la médecine traditionnelle a aussi sa place à côté de la médecine moderne? Alors, entièrement sa place. Hein, alors, en fait, quand vous prenez la médecine moderne, une bonne partie de cette médecine moderne, elle part de la médecine traditionnelle. C'est-à-dire, elle a récolté des plantes, souvent en Afrique, il y a toutes les plantes, qu'elle est partie, elle a filtré, elle a extrait le principe actif, et ce principe actif-là, elle a déterminé quelle est sa dose qui va tuer l'homme, et quelle est la dose qui commence à agir. Si la limite est trop pincée, ah, bon, c'est un peu risqué, est-ce qu'on ne peut pas avoir mieux? Et après, quand elle a défini tout ça, elle sort son médicament, et quand ça sort, on ne sait plus d'où ça vient. Peut-être que ça a été pris à l'île Maurice. On ne sait pas. Donc, la médecine traditionnelle, elle se base sur ça. Et nous, en Afrique, c'est qu'on n'a pas été trop loin. On s'est arrêté à l'observation. On observe que ça, quand on prend cette graine-là, on a mal à la tête, quand on prend, on guérit. Oui, mais le dosage aussi. Mais maintenant, le problème du dosage, c'est celui-là qui n'est qu'en Afrique, on ne fait pas très bien. Et beaucoup de gens n'ont pas envie qu'on fasse très bien. Ah oui? Bien sûr, parce que si l'industrie pharmaceutique est trop puissante, hein, si vous le faites et puis que ça marche, soit vous lui vendez, et c'est lui qui va aller, qui exploite, ou bien il fait tout pour que vous ne bougez pas. Donc, il faudrait que les autorités, ça rentre maintenant au niveau des autorités, puissent mettre en place des laboratoires qui permettent également d'étudier ces fonctions-là, parce qu'on ne peut pas s'en passer. En Afrique, le premier réflexe des Africains dans le village, c'est la médecine traditionnelle. Oui. Donc, est-ce qu'on les abandonne à ça? Il faut bien organiser, il faut recenser ce qui marche et il faut l'analyser et sortir des preuves. Comme on dit souvent, aujourd'hui en Europe, chaque médicament qui sort doit faire sa preuve, la preuve de son efficacité. Et ensuite sortir les preuves de son innocuité. C'est-à-dire, il ne fait pas trop de dégâts. Mais il faut savoir, comme dit un des grands chercheurs en pharmacie, il dit, tout est poison. Ah. Il n'y a rien qui ne soit poison. La différence, c'est dans les doses. Dans les doses. Donc, que ce soit ce qu'on prend parce que c'est bien rempli, ou bien les racines qu'on nous donne au village, tout est poison. Et si ces poisons-là, on ne sait pas quelle est la limite entre ce qui va me guérir sans rien faire et ce qui va me guérir et aller créer autre chose et je meurs 2 mois après, on dit il est mort d'autre chose, mais pourtant il était guéri. Je n'étais pas guéri. J'étais guéri, oui, mais le médicament m'a tué. Donc, je suis mort guéri peut-être, mais bon. Donc, vous êtes pour le maintien de la médecine traditionnelle, mais que ça soit mieux organisé et mieux dosé. Ce n'est pas même le maintien, c'est le développement. Il faut le développer. Vous savez, la plupart des médicaments, c'est basé de plantes. Oui. C'est maintenant qu'on est, avec les technologies ou autres, qu'on rentre dans tout ce qui est immunitaire, tout ce qui est génétique, les médicaments génétiques. Génériques. Non, pas génériques, génétiques. C'est-à-dire, on utilise le gène humain pour fabriquer des choses. Ou bien, on a un certain nombre de produits qui sont faits sur l'homme ou sur l'animal. On met quelque chose sur l'animal, son corps fabrique un médicament et puis qu'on utilise. Ou on vous met dans votre corps quelque chose et votre corps fabrique le médicament. Ça, c'est la plupart du temps les vaccins. D'accord. Donc, mais tout le reste, là, la majorité, ça vient des plantes. Ça vient des plantes. Et souvent, je me rappelle une fois, je suis allé au village et puis j'arrive, on me dit, je vois un Chinois qui passait, et je dis, mais il y a des Chinois ici, qui sont là? Chaque année, là, à cette période-là, ils viennent au bord du marigot, ils ramassent les brougous. Ils appellent ça brougou. Oui. C'est une herbe. Ils ramassent ça, ils sèchent et puis ils partent avec. Je dis, ah bon? Et vous êtes assis, vous ne leur avez pas demandé qu'est-ce qu'il faut avec? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec? Je dis, mais le brougou, là, vous faites quoi avec? Je dis, ah non, eux, ils ne l'utilisent pas, que c'est simplement quand un enfant a la fièvre ou bien il a mal ou quoi, eux, ils font bouillir ça et puis le lavent avec. Je dis, les Chinois ont trouvé qu'il y avait quelque chose dedans. Eux, ils ramassent, ils vont là-bas aller faire, vous êtes assis. Donc, on a une mine d'or. Vous savez, l'Afrique, il y a tout là-bas. Il y a tout. Il y a tout. Et on a toutes les plantes, les médicaments qu'on peut trouver, il y en a beaucoup. Et il faut les connaître. Développe. Il y en a il y a des connaisseurs. Il y a des connaisseurs, il y a des gens qui les connaissent. Le seul inconvénient, c'est que pendant une bonne période, tous ceux qui
allaient dans ce sens, on les traitait de sorciers, de ceci, cela. Oui. Donc, ils se sont cachés, ou ils ont caché leurs recettes qu'ils ne veulent pas diffuser parce qu'ils ont peur. Ils avaient pendant longtemps eu peur d'être réprimés. Ils ont créé du mythe, une sorte de mysticisme autour de ça pour empêcher, il ne faut pas en parler. Si tu en parles, tu vas mourir en telle fois. Et donc, du coup, ça a fait disparaître une bonne partie de ces connaissances empiriques-là. Mais ce n'est pas le moment de vouloir balayer ça. Peut-être qu'on est parti dans le mauvais chemin avec la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Très bien, belle conclusion, docteur. Donc, face à la caméra, votre mot de conclusion sur la médecine en Afrique en général et pour nos téléspectateurs. Alors, en général, la médecine en Afrique, c'est un grand chantier. Et même au niveau des États, il faut qu'on comprenne qu'il y a la nécessité parfois d'unir nos efforts. Vous prenez simplement, on a parlé tout à l'heure du médicament. Si on prend le médicament, vous voyez, connaissez les pays du GCC. Le GCC, c'est Dubaï, Sharjah et tous les pays du Golfe, la Bahreïn, le Sultanat Oman, ils sont 7. Le médicament là-bas coûte presque 40 fois moins cher qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils soient très riches, ils se sont mis ensemble et ils imposent leurs lois à l'industrie pharmaceutique. En Afrique, on nous divise pour faire en sorte que l'industrie pharmaceutique qui vient, elle est plus puissante que l'État. Et qu'il dicte sa loi. Il dicte sa loi. Donc, il y a tellement de choses à faire. Et ça, il faut qu'on s'y mette. Et il ne faut pas qu'on oublie nous-mêmes le bien qu'on a chez nous. Parfois, en Afrique, maintenant, on parle de panafricanisme, de souveraineté. Mais en matière de santé, souveraineté, là, on en est où? Mais pourtant, on peut l'avoir chez nous. Quand vous prenez la Chine, le Japon, ils sont souverains. Si on ne veut plus de médicaments modernes dans leur pays du tout, ben, ils ont leurs produits qui soignent tout. Ils vont le faire là-dessus. Nous, on a la mine d'or, on est assis dessus. Donc, il faut qu'on travaille. Et la deuxième chose, il faut qu'il y ait des règles et des normes. Quand vous voulez construire une maison, il faut des fondations. Les fondations, ça ne se voit pas, mais ça coûte très cher. Et c'est ça, même en matière de télémédecine. Il y a des fondations qu'il faut mettre. Si vous ne faites pas ces fondations-là, vous allez dans le mur et ça sera irréparable. Très bien. Ben voilà, donc vous avez entendu le docteur Sayave, donc Nyoumou, qui est médecin chirurgien et d'origine burkinabé, qui maîtrise son sujet parce qu'il nous explique donc la télémédecine, une télémédecine donc, qui progresse partout dans le monde et également en Afrique. Donc, selon le docteur, ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question de volonté. Absolument. Eh bien, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous souhaitons une excellente soirée et je vous retrouve donc à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Et je vous remercie, docteur, d'être venu sur notre plateau et nous vous disons que vous êtes chez vous, vous pouvez venir à tout moment parce que vous avez donné des explications, mais franchement intéressantes sur la télémédecine et ça peut éclairer donc les Africains. Merci à vous de m'avoir invité et avec plaisir. Si c'est face à l'Afrique, alors je serai là. Vous allez revenir. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. Merci.